Bonjour et bienvenue dans Trait pour Trait, le seul podcast BD qui passe aussi à la télé sur Watch. Alors vous pouvez nous suivre sur les box, bien sûr, ça vous êtes au courant, Orange, Free, Bouygues, nous retrouver sur le site internet de Trait pour Trait, sur la chaîne YouTube, vous abonner sur les podcasts, podcast audio, podcast vidéo, Apple Podcast, Google Podcast, et puis sur BD Zoom. Salut Laurent. Salut Christophe, ça va? Impeccable, oui, Angoulême, c'est toujours on super. On est Angoulême, c'est sympa, la et fête puis là on a deux plein. invités sympas. Tiens, on commence par une question avant de les présenter. C'est quoi 20 ans de mariage? Ah, c'est pas porcelaine? C'est ça, les noces de porcelaine. Noces de porcelaine. Les noces de porcelaine. Et bien, écoute, on a aujourd'hui le plaisir et le bonheur d'avoir comme invité Olivier Sulpice, fondateur des éditions Bambou, et Hervé Richez, directeur de collection. Et on va discuter un petit peu autour des 20 ans de Bambou, mais aussi des 20 ans de leur rencontre qui était, je crois, Hervé, à Angoulême, justement, il y a pile 2 décennies. Voilà, précisément 20 ans. Presque hier. Ou demain, on sait plus bien. Et on n'a pas changé. Non, absolument. on le voit de façon d'année en année. Hein. C'est toujours des petits. Avant que vous vous rencontriez, quand même, la société Bambou existait déjà. Raconte-nous un petit peu la genèse. Si tu peux. Ça va être compliqué. Oui. La genèse, le Bambou a été créé ça vient d'une rencontre avec Henri Jeanfebvre à l'armée en 91. On a ensuite travaillé chacun de son côté pendant 1 an. On était en gendarmerie d'ailleurs pendant le service militaire. Et puis en 93, on a créé un studio de création graphique, puisqu'on avait juste une feuille, un crayon, et j'allais voir les agences de pub avec 2 feuilles dessinées par Henri Jeanfebvre, donc qui était le dessinateur. Et puis en 97, on a décidé de créer, j'ai décidé de créer Bambou édition, et Henri a préféré rester auteur, mais il a fait tous les premiers bouquins. Mais il est à l'origine de l'aventure. Ah oui. Et alors c'est marrant parce qu'ils ont été chercher leur inspiration très loin, parce qu'Henri Jeanfebvre est le dessinateur de la série qui s'appelle Les Gendarmes. Et on s'est rencontrés en gendarmerie. Voilà, on a été en boucherie, ça aurait pu faire les bouchers, ça aurait pu être sympa aussi, mais on l'a pas fait. Et donc, comment on passe d'auteur à monter une maison d'édition comme ça? C'est quand même un sacré pari au départ. Je sais pas. C'est vraiment non, mais ça s'est fait par hasard. On a dans le studio de création, on a été publié dans des magazines. On a eu un album qui a été fait chez un éditeur à Paris en 95. J'ai pas forcément aimé tout ce qu'il avait fait. On n'était pas très au courant. Et j'ai besoin de maîtriser les choses. Et donc en 97, j'ai dit à la limite ce qu'ils ont fait, je peux le faire. Et puis je suis parti comme ça. Donc je faisais les scénarios. Henri Jeanfebvre faisait le dessin. Et puis ça s'est fait au fur et à mesure. Je faisais les salons. On a rencontré des auteurs. Et puis ça montait pas mal. Et d'ailleurs toutes ces contraintes, c'est assez intéressant. Ce qui a fait l'ADN de Bambou, c'est qu'à l'origine on n'avait pas de diffusion. Donc comme on n'avait pas de diffusion, on faisait des bandes dessinées avec des thèmes, puisque le thème nous permettait de cibler les gens à qui qu'on pouvait contacter. Et donc je dirais d'une contrainte, c'est devenu une force, puisque Bambou, on a pu créer des collections à thème, et puis tout doucement on a pu s'élargir. Alors au départ, combien de séries au départ? C'était que de l'humour au tout départ. Oui, puisque à l'origine, j'avais pas les moyens d'avoir d'autres auteurs vraiment tout au début. Donc je faisais les scénarios et je sais écrire que de l'humour. Donc Dugail en une page et Henri donc les dessiner. Donc à l'origine, c'était vraiment que de l'humour. Et puis tout doucement, à force de rencontres, notamment avec Hervé, on a pu continuer à faire de l'humour, puisque Hervé a été le premier auteur, un des premiers auteurs humour qui a accepté de travailler d'ailleurs pour rien. Juste des droits d'auteur. Ça, moi j'adore. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. C'est mon ami, c'est mon ami. Et donc il était que sur des droits de 20 ans, on reste amis encore. Il y a des arriérés. Ça n'a pas beaucoup changé, un bout de 20 ans, mais bon. Il était que sur des droits d'auteur. Et puis, il y en a eu quelques-uns, comme HD, qui a repris Lucky Luke, comme Michel Janvier, comme Jean-Luc Bellhomme. Enfin, vraiment, au début, ils voulaient participer à l'aventure. Et puis, tout doucement, on a pu donner des droits, enfin, des avances sur droits, puisque les droits, on les donnait. Et puis on a pu élargir le spectre, puisqu'on a eu une diffusion à un moment donné, une vraie diffusion. Et donc, on a pu faire de la BD aussi ado adulte, comme Grand Angle, etc., etc. Voilà, c'est ça. Alors, la BD ado adulte que Hervé a pris en charge. Oui, parce que dans l'équipe d'auteurs originels, on va appeler ça comme ça, j'étais le seul à avoir écrit un script réaliste. Script qui a eu des aventures diverses, on va dire, mais Olivier a su que j'avais écrit cette série qui s'appelait Sam Lowry, a voulu le lire, et puis il m'a dit, effectivement, quand il a lu, écoute, on peut pas le faire aujourd'hui, mais le jour où
où on peut le faire, on le fera, quoi. Et ce jour est arrivé, on s'est lancé dans l'aventure avec Mig, qui est un dessinateur, et quand on s'est lancé dans l'aventure, Olivier m'a dit, le faire tout seul, ça n'a pas de sens, donc on crée une collection, donc tu t'en occupes. Voilà. Donc c'est la collection Grand Angle. Voilà. C'est devenu la collection Grand Angle. Alors Sam Laurie, ça avait été publié auparavant chez un autre éditeur qui avait fermé sa porte, c'est ça T'es bien informé. Oui, effectivement, ça avait été signé il y y a très longtemps aux éditions Le Téméraire. Voilà, mais l'album n'avait jamais vu le jour. Au des éditions Le Téméraire, qui avait décollé de manière assez importante. Enfin, ça fonctionnait bien, puis d'un seul coup, ça s'est arrêté. Justement, c'est ça. On s'est créé à peu près en même temps, un petit peu plus tôt, lui un tout petit peu plus tôt, mais eux, ils ont une diffusion tout de suite. Et moi, à l'époque, je rageais de pas avoir de diffusion, donc je me diffusais tout seul. J'allais voir les libraires, mais ça m'a permis de connaître tout doucement comment fonctionnaient les librairies et de pas monter trop vite. Je suis peut-être encore en vie au bout de 20 ans parce que j'avais pas forcément de diffusion au début, donc j'ai dû faire les choses. Alors, il y avait beaucoup plus de travail parce qu'il fallait tout faire, mais j'ai pu faire les choses progressivement. Donc à l'époque, je hurlais et je crois que finalement, ça m'a peut-être sauvé la vie même de se diffuser tout seul au début, contrairement à un ou deux. Il y avait Pointe Noire aussi, je crois. Oui, absolument. Et ils ont eu un diffuseur tout de suite. Ils ont fait des bons bouquins, sauf que quand on a un diffuseur, il faut fabriquer plus, il faut mettre en place. Il y a des risques de retour et ils sont toujours importants au début, ce qui fait que c'est plus compliqué. Donc j'ai pas connu ça puisque le premier diffuseur c'était Editis en 2000. Interforum, ensuite puis après Hachette, mais je l'ai fait progressivement et c'est ce qui a permis d'apprendre le métier et de pas prendre trop de risques au début. C'est marrant parce que ça me rappelle un peu l'anecdote entre Gottlieb et Diamant sur Fluide Glacial, puisque Diamant, lui, il optimisait les ventes en kiosque, et puis ensuite Fluide Glacial, on en reparlera, et maintenant propriété de Bambou. Mais au départ, vous étiez, on parle de Pointe Noire, on parle de Téméraire, des maisons d'édition sérieuses qui faisaient des livres sérieux. Vous, c'était des petits Mickey, des petits rigolos. On a beaucoup entendu parler de Bambou dans le métier, pas forcément en bien à l'époque. Oui, bien. Après, on a toujours une réputation d'être très réglo, mais c'est vrai qu'on faisait pas vraiment de la BD, puisqu'on faisait du petit Mickey. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu un accueil un petit peu moyen auprès des libraires, puisque j'arrivais avec mes Mickey, et on a dû changer le système, et on a travaillé plutôt au début avec des supermarchés, puisque il suffisait de payer pour être présent. Ça a bien marché, donc les hypermarchés nous ont ouvert les portes, et ensuite les libraires nous ont ouvert les portes. Je généralise bien évidemment, puisque les libraires, il y en a beaucoup aussi qui nous ont fait confiance au début, et que je revois, que j'ai vu encore à Angoulême, et on en reparle encore. Donc je les appelais, c'était vraiment par téléphone, ils ont fait confiance. Mais c'est vrai qu'on a fait quand même plutôt un circuit un peu différent. Et quand on a créé Grand Angle, il a fallu tout réapprendre, puisque pour le coup, il fallait repasser par les libraires, convaincre les libraires, et après aller élargir après la diffusion. Parlons de Grand Angle. Attends, c'est très simple. Oui, très bien. Tu fais Sam Laurie, formidable. On va créer une collection. Facile, quoi. Non, mais je savais même pas que ça s'appelait directeur de collection, par exemple. Je lui ai dit, non, mais c'est assez rigolo parce que je lui ai dit, il faut qu'on sorte d'autres albums, parce que tout seul, il n'existera pas en librairie, donc il faut sortir d'autres albums réalistes. Moi, je sais pas faire. Vas-y, trouve des auteurs, écris des trucs. Alors, il me dit, je peux pas tout écrire quand même, donc il trouve des auteurs. Et puis à un moment donné, il a fallu trouver aussi comment on rémunérait, etc. Et finalement, ce qu'on a mis en place, ça ressemble à certaines autres maisons d'édition sans le savoir. Et c'est comme ça vraiment qu'on a démarré, mais on savait pas le nom. Enfin, quel est le premier titre qui vraiment fonctionne et fait... Voilà. Je dirais que tout a plutôt même bien marché. Même quand j'avais pas de diffusion, on a sorti le bêtisier des déclarations d'accident. On l'a vendu par exemple à une assurance. On a vendu 2000 exemplaires. Donc c'était déjà rentable. Et puis après, on a pu monter tout doucement. On a eu le deuxième album, c'est les Foot Maniacs. On l'a sorti en mai 98. Il y a eu un petit événement après. On est rentré chez Decathlon sans le savoir. Enfin, sans savoir, c'était très compliqué. Mais moi, logiquement, une BD sur le sport, j'appelle Decathlon. Et puis on est passé tout le circuit. Et on en a vendu plusieurs milliers sans problème là-bas. Et puis ça paraît facile dit comme ça. Non, mais c'est surtout assez précurseur parce qu'aujourd'hui effectivement on voit fleurir des collections thématiques chez beaucoup d'éditeurs, des collections sur le vin qu'on commence à vendre chez des cavistes, des collections je sais pas sur les fleurs, alors qu'à l'époque c'était effectivement très novateur, ça n'existait pas. Mais on vendait les BD en librairie. Mais j'avais pas le choix puisque je n'avais pas de diffusion, j'allais voir les libraires et j'ai certains libraires qui me fermaient la porte. Donc à un moment donné, il fallait bien trouver autre chose. Et donc c'est ce que je vous disais au début, les contraintes ont permis de créer le savoir-faire et l'ADN de Bambou. Et après, on a pu élargir les choses. Donc en gros, les bouquins, on n'a jamais eu... Enfin, il fallait les vendre tout seul, mais dès la première année, sans avoir de diffuseur, les gendarmes, on en avait vendu 3-4 000, l'assurance, on en avait vendu 5 000, on avait déjà vendu. Rien que le point presse à côté de chez moi, donc c'était un copain qui tenait le point presse, c'était un gros point de presse, il en a vendu 500.
C'est-à-dire que je lui ai donné, j'en emmène 20 au bout d'une journée là chez la librairie Glénat à Lyon. Elle me dit ouais, je crois pas trop à votre truc, mais allez, sympa, je vous en prends 20 le lendemain ou 2 jours après. Ben, il faudrait peut-être m'en relivrer parce que alors, moi j'étais à Mâcon, donc il fallait que je refasse le trajet. Et je crois qu'elle a dû en vendre 200. Mais tout de suite, ça a été un démarrage assez simple, enfin assez rapide. Et moi, je connaissais pas les vrais chiffres ou moi je faisais ce qu'on me disait. Et tout ça fait que j'ai tendance à toujours à m'appeler le Forrest Gump de la bande dessinée. J'adore ce film Forrest Gump et je trouve que si on fait les choses simplement, honnêtement, à un moment donné, les choses se font. Il arrête pas de courir non plus, hein, Forrest Gump. Ouais, moi je cours aussi, mais ça se voit pas. Bon, ça permet de garder la ligne. Si on revient sur Grand Angle, les premiers titres, en fait, c'est vous qui les signez tous, quasiment les 3-4 premières séries. Non, la première série, donc c'était bien Sam Lowry, mais très vite on a fait Thomas Silan avec Philippe Chanoina, Yves Lécossois, Patrice Biandia. Après on a fait, je sais plus, Spiritus et Sancti. On avait fait l'Agence Barbare, on a même fait de la Barbare fantasy. avec Marco, qui d'ailleurs travaille toujours avec nous, Olivier, qui était mon ancien directeur de collection au Téméraire. Donc voilà. Tout se recoupe et on a commencé effectivement comme ça avec un principe qui était la BD comme au cinéma. On s'était dit, on veut aussi avoir une approche, c'est-à-dire avoir des familles de livres, et à l'époque on faisait des thrillers avec une dimension légèrement fantastique. Et on a dû bouger la ligne parce que d'abord il y a eu les séries américaines qui sont arrivées, qui avaient un rythme de production qui était bien supérieur et qui était un petit peu sur le créneau de ce qu'on faisait à l'époque. Voilà. Puis après, il y a eu l'arrivée de L'Envolée Sauvage, qui est une BD sur... Voilà. C'est un tournant dans la collection de Grand Angle, ouais. la dimension sociale. Laurent Galandon, le scénariste, qui a amené effectivement son savoir-faire dans le scénario et qui d'un seul coup a fait passer, moi je crois, de Grand Angle, de ce qui était un peu thriller, etc., à des récits qui étaient beaucoup plus humains en réalité. Et avec Arnaud Monin, qui avait un dessin aussi plus poétique. Voilà. Et c'est vrai que ça a été un succès assez rapide et vraiment qui a plu. Et c'est pareil, on a pu aussi... le vendre, avoir une cible un peu plus large, puisque on a pu aller voir des musées, on a pu aller voir, et donc toujours pareil, l'ADN reprend le dessus et on se dit c'est bien, on est en librairie, ça marche, mais si on peut aussi avoir d'autres endroits, c'est toujours sympa. Et c'est vrai que on l'a placé, je dis, dans différents musées ou autres, et ça a été aussi vraiment l'envol de la collection. Combien de titres sortent par an dans la collection Grand Angle ? Alors nous, on a un principe, c'est qu'on essaie de faire peu pour faire au mieux. Donc en gros, l'année prochaine, c'est 28 titres. D'accord. Ce qui n'est pas énorme dans un marché qui compte 5000 nouveautés, on va dire. Voilà, parce qu'on essaye de pas être imprimeur. On veut vraiment essayer d'être des éditeurs, donc d'accompagner au maximum nos albums. Bien sûr, ouais. Notamment accompagner les auteurs sont des collègues, puisque moi je suis scénariste également, Olivier l'est également. On se doit à ses confrères d'être présents et de faire tout ce qu'on peut pour que les bouquins soient au mieux. Alors justement, le fait d'être collègue, il y a un rapport qui est particulier justement avec les autres auteurs ? Je pense qu'il y a... Ou alors le fait de tenir une maison d'édition... Je suppose qu'il y a un respect particulier, oui, parce que ne serait-ce que... On sait ce que c'est un livre, on sait comment se monte un livre, et on sait quelles sont les étapes extrêmement difficiles, notamment dans un 46 pages par exemple. La fenêtre de tir entre la 25 et la 35, quand on est dans le ventre mou de l'album, on sait que là, pour les auteurs, c'est compliqué. Parce que ils regardent derrière, ils voient le travail qui a été fait, qui est déjà colossal. Mais ils regardent devant, ils se disent, mon Dieu, il reste tout ça. Il en reste. Et là, on sait qu'il faut être un tout petit peu plus présent, essayer de soutenir dans l'écoute, mais aussi essayer d'animer, parce que ce sont des gens qui travaillent seuls chez eux. Et c'est important que la maison d'édition, elle doit être incarnée tout le temps. Ouais, moi, je considère que quand on fait peu de livres, il faut que ce soit incarné tout le temps. Et Olivier le fait très très bien, puisqu'il est aussi accessible avec n'importe quel auteur. Et toutes les équipes chez Bambou sont en contact permanent avec les auteurs. Oui, c'est un principe... En tant que directeur de collection, c'est d'ailleurs un petit peu difficile au début, c'est-à-dire que quand on avait un joli papier dans la presse, à l'origine, moi j'appelais l'auteur en disant t'as vu, on a eu, et puis à un moment donné j'ai plus trop le temps, et donc j'ai dit à l'attaché de presse appelle directement l'auteur, et puis quand on avait un partenariat sympa, on a dit la personne qui s'occupe, Caroline notamment, qui s'occupe des partenariats, appelle directement. C'est vrai qu'on a pris vraiment l'habitude. Dans certaines maisons d'édition, il y a un directeur de collection et ça passe tout par lui, donc ça fait vraiment un entonnoir et ça repart. Nous vraiment, c'est l'auteur, il connaît le directeur de création chez nous, il connaît la presse, il connaît la com, il connaît le commercial, et chaque auteur peut appeler directement et les auteurs apprécient parce qu'ils connaissent toute l'équipe. Et d'ailleurs, on a embauché quand même pas mal ces derniers temps. Ils n'arrivent plus à suivre, ils nous ont demandé de renvoyer la liste des salariés avec les photos. Mais c'est important pour nous que les gens puissent avoir accès à tout le monde et il n'y a pas de filtre. Il peut nous arriver après 2 ou 3 fois de dire mince, il y a eu
quelques incompréhensions et des escalades des fois de mails, donc après on reprend la main. Et c'est vrai que c'est important pour nous que chaque personne chez Bambou puisse récolter le succès auprès des auteurs. Quand ils ont fait un truc vachement bien, c'est toujours bien de le partager. Mais tout au début, c'est vrai que c'est un peu frustrant pour moi parce que j'avais bien annoncé à l'auteur, mais très vite je me suis rendu compte que c'est encore plus enrichissant quand on a les auteurs qui nous disent dis donc telle personne chez toi a fait ça, génial, j'ai eu ça, bon, et ça c'est important. Il y a combien de salariés aujourd'hui chez Bambou 20 ans après on est un groupe maintenant et on est un peu plus de 50, une cinquantaine on va dire. Oui, donc une belle équipe. Et en nombre d'auteurs, disons, qui travaillent aujourd'hui, enfin qui sont pas dans le catalogue, mais qui sont vraiment opérationnels aujourd'hui. Opérationnels, on va dire, entre Bambou, Fluide Glacial, on en parlera, on est 250 opérationnels. Donc effectivement, c'est... Donc pour un ensemble de combien de titres par an finalement? Donc on sort donc que Bambou. Enfin en gros Bambou Humour on sort à peu près 35-40 titres. Grand Angle c'est une petite trentaine, 28-30. Le manga on en sort entre 50 et 60. Et puis après chez Fluide on est sur une trentaine de titres. Et puis une autre collection qui va arriver, on lui dira après, mais ça sera entre 3 et 10 titres. Effectivement on n'a pas parlé, il y a une partie manga aussi. Voilà, alors bon... Moi, je suis pas forcément grand spécialiste des mangas, mais c'est pas la partie qui marche le mieux chez Bambou. Ça marche très très bien. Ah oui. Si, c'est Arnaud Plury qui gère cette collection. Moi, je ne connais rien en manga, mais toujours pareil, c'est le fait que c'est un salarié chez moi qui a un vrai intérêt sur le manga. On s'est lancé. Jean-David Morvan m'avait présenté aussi un Sylvain Chollet qui traduisait des mangas, qui habitait au Japon, donc je l'avais rencontré. On a décidé de lancer cette collection. C'est Arnaud Plumery qui travaillait avec Sylvain, et puis il y a 2 ou 3 ans, Sylvain a arrêté, et donc Arnaud gère tout seul la collection. Et cette collection est très rentable. Tous les ans, on peut compter dessus. Ça dégage vraiment pas mal d'argent, donc c'est un plus et c'est important. Donc on l'a soutenu pendant quelques années et puis maintenant ça fait partie des piliers importants, tout comme Grand Angle. On a vraiment su diversifier et il a fallu prendre plus ou moins de temps pour les collections. Qui s'appelle on peut Doki le rappeler, Doki. Doki. Il y a quand même une différence. Le cœur qui bat, ça veut dire. Il y a une différence entre Grand Angle et Doki Doki, c'est que donc Doki Doki sont des achats de droits, forcément. Oui, c'est ça. Et on sait que sur le marché du manga, quand même, ça bataille ferme et que les grands groupes qui ont beaucoup plus de moyens, même si Bambou aujourd'hui est un groupe important, les grands groupes qui ont plus de moyens vont aller prendre en fait. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez des petits réseaux parallèles? Non, ça marche pas mal avec les Japonais, c'est-à-dire que ils attendent que vous leur prouviez quelque chose. Donc quand vous commencez avec un éditeur japonais, ils vous donnent une petite série, qui peut avoir du potentiel, mais c'est pas le carton. Et si vous faites bien votre travail, même si vous n'avez pas forcément des ventes fortes, mais si vous leur prouvez que le bouquin il est de belle qualité, si la traduction est bonne, parce qu'ils doivent certainement vérifier un peu la traduction, si il est mis en place correctement, s'il y a un vrai suivi. La fois d'après, il va vous proposer dans le catalogue quelque chose d'un petit peu plus élevé, jusqu'à ce que vous ayez accès à des top mangas. Et là, actuellement, on travaille avec le 3e ou le 4e éditeur manga. Arnaud a été au Japon, il les a rencontrés, et donc mais c'est très progressif. Et moi, ça me va bien comme système, parce que je trouve toujours qu'on doit faire ses preuves vis-à-vis des auteurs, à chaque fois, moi, j'ai besoin que les gens me prouvent quelque chose, et j'ai besoin de leur prouver quelque chose. Et moi, le plus important pour moi, c'est les actes et pas les paroles. Donc c'est facile de dire les choses et pas les faire. Donc vraiment, donc le principe du manga marche bien. Alors c'est vrai qu'il y a une vraie concurrence, mais après, donc il faut les trouver dès le premier qui sort. Il faut le repérer, il faut faire une proposition. Mais après, il y a vraiment un partenariat qui se fait avec les éditeurs manga et ça se passe vraiment bien. Et puis on n'en sort que entre 50 et 60, c'est peu par rapport aux autres éditeurs manga. Alors le manga, l'humour, Grand Angle, d'autres projets là qui vont arriver? Oh, il y a plein de projets, mais déjà c'était vraiment de consolider avec Grand Angle. On a aussi vraiment de très belles choses, des auteurs de plus en plus. Vous avez la collection Pagnol aussi. Il a fallu convaincre là, sans doute. Non, il a fallu nous convaincre. Oui, non, mais c'est une belle rencontre quand on nous confie un monument de la littérature comme ça. C'est une belle rencontre, mais effectivement, pour le coup, c'est parce qu'on avait des contacts privilégiés avec un des auteurs qui était à l'origine de l'adaptation que c'est un petit peu venu à nous, honnêtement. Mais parce qu'on avait aussi bien travaillé avec... et puis avec Hervé, j'ai demandé moi de rencontrer Nicolas Pagnol, qui est le petit-fils de Marcel Pagnol. Je voulais vraiment voir ensemble si on était sur la même longueur d'onde. On a fait un bon restaurant, on a échangé, et à la fin de ce repas, on a appris à se connaître, et donc on a décidé de lancer cette collection ensemble. Il a fallu vraiment ensemble qu'il y ait un vrai échange, et je voulais qu'il y ait une vraie envie mutuelle de travailler ensemble. Puis il y avait une dimension familiale qui était hyper importante pour la famille
famille Pagnol. Pour la Parce que famille, c'est réellement ouais, une bien sûr. famille. Voilà. Donc, il cherchait ça chez un éditeur, en fait. Et bon, pour le coup, chez Bambou, il y a effectivement un esprit de famille. Alors sur les autres questions, parce que je crois qu'on va être pris bientôt par le temps, il y a deux axes importants. Il y a eu plusieurs axes importants. Il y a 2 ans, on a créé notre diffusion. Oui. C'était très important pour nous. On a embauché 9 commerciaux. C'était de maîtriser cette diffusion pour pouvoir ensuite pouvoir encore mieux placer les albums, même si on était diffusé avant par Del Sol et c'est un très très bon diffuseur, Gilles Munich qui est un ami. Mais à un moment donné, on arrivait à un plafond et donc il fallait créer sa maison de diffusion, sa diffusion soi-même, se diffuser soi-même. Et donc on l'a créé. Et c'est vrai qu'on a fait plus 40% en 2 ans. Donc le pari est gagné. Et puis ensuite on a voulu faire un peu de croissance externe et j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre une part majoritaire de Fluide Glacial, dont la maison d'édition s'appelle Audi. Donc c'était avec Gallimard, Flammarion, j'ai lu. Et donc il y a en novembre, j'ai repris la majorité de cette Et Gallimard reste actionnaire. Oui, enfin c'est Flammarion et j'ai lu, mais en tout cas le groupe Gallimard reste actionnaire minoritaire. Ils me font confiance à 120%. Je travaille avec Mathieu Cosson qui est le numéro 2 de Gallimard et ça se passe de mieux en mieux. Donc ça c'est. Alors parlons-en 5 minutes. Pendant plus d'1 an, donc il y avait une équipe en place, donc. 2 ans. La rédacteur en chef était donc Yann Lindin. Et puis au mois de décembre, on a appris que l'aventure avec lui se terminait. Et donc il y avait une nouvelle orientation peut-être. Et le retour de Jean-Christophe Delpierre qui était un ancien rédacteur en chef. Alors pourquoi ces modifications? Donc quand je suis arrivé, j'ai vu Yann Lindin. Je lui ai dit, écoute, je vais te donner plein pouvoir, mais pendant 2 ans, tu as les pleins pouvoirs. Et dans 2 ans, on fera le point et on regardera les résultats. Donc pendant 2 ans, il a fait le magazine. Il a fait vraiment ce qu'il voulait faire. On échangeait. Mais je voulais qu'il fasse son magazine. J'étais pas forcément d'accord sur certaines orientations, mais je m'étais engagé à ce qu'il ait 2 ans pour montrer. Au bout de 2 ans, les résultats n'étaient pas forcément là. Alors après, c'est difficile la presse, mais les résultats. On n'est pas dans une période très favorable non plus. Oui, mais le deal était celui-là. C'est je te fais confiance. Moi, c'est pas le magazine que je ferai réellement, mais je te fais confiance pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, les résultats étaient pas là, donc on a décidé d'arrêter avec Yann d'un commun accord. Non, mais c'est devenu d'un commun accord. Et puis il fallait que je retrouve quelqu'un d'autre. Et moi, le fluide de ma jeunesse, le fluide qui m'a fait rêver, c'était celui de 90 à 2000, c'était le Jean-Christophe Delpierre qui était caricaturé par Godelet, il le dessinait un peu comme Coluche, soi-disant qu'il était jamais en salopette. Moi je me rappelle de plein de dessins où il était en salopette. et donc j'ai contacté Jean-Christophe, je l'avais déjà vu plusieurs fois, je le connaissais, et donc je lui ai proposé de reprendre le magazine, mais sur une période courte, c'est-à-dire sur 2 ans, en tant que consultant, c'est-à-dire qu'il peut être rédacteur en chef pendant la première année, mais le magazine comme il lui semble bon, et l'année d'après c'est de rechercher un nouveau rédacteur en chef. Donc il a une mission claire sur 2 ans. Alors, ça veut pas dire qu'il ne restera pas plus loin, pour mais couper le cours aux rumeurs, c'était pas du tout pour mettre des séries Bambou dans Fluide Glacial. Non. Et là pour le coup, et Jean-Christophe Delpierre a consigne de ne pas aller chercher des auteurs Bambou justement, et c'est plutôt d'élargir justement le spectre. Non, il n'y a pas de. Alors un jour, si un auteur Bambou a un truc vraiment spécifique pour Fluide, il verra avec Jean-Christophe Delpierre. Mais si vous regardez bien le magazine, à part un hors-série sur la moto où on a mis des pages, mais c'était aussi pour faire des économies d'échelle. Oui. Mais le reste du temps, c'est pas du tout pareil. Et c'est Jean-Christophe et Clément qui regardent l'éditorial. Et on échange ensemble, mais c'est eux qui décident et c'est eux qui voient. Ça, c'est on fait pas de. Non, c'est important. C'est important. Autre axe de développement, Christophe Arleston qui vous rejoint. Oui, Christophe, c'est marrant parce qu'on a vraiment appris, on se connaît depuis 20 ans. On a de Troyes, bien sûr. Tout le monde de Troyes. C'est Christophe, c'est quelqu'un qui est, donc je suis de Mâcon et Christophe a fait ses études à Mâcon, collège, lycée, mais je le savais pas, mais voilà, on s'est rencontrés bien plus tard. L'idée c'était chez Bambou, il nous manquait une ligne éditoriale qui était tout ce qui est imaginaire et fantasy. On en a fait très peu ou pas. Pourquoi? Parce que Hervé, c'est pas forcément son truc, c'est pas mon truc non plus. J'ai lu justement Les Lanfeuses que j'adore, j'ai lu La Quête de l'Oiseau du Temps, bien évidemment. Mais sinon, le reste, ça se limite un peu près à ça. Et donc, on avait envie de faire ça. Et puis, en échangeant avec Christophe, c'est vrai que ça le titille un peu parce qu'il il est très bien chez Delcourt, mais il lui manque ce petit truc piquant de quasiment créer une maison d'édition comme il a pu connaître avec Mourad et Soleil. Il était à l'origine. Il était à l'origine et il lui manquait ce truc-là et donc
il hésitait, enfin on échangeait souvent, et puis quand il a appris que le magazine L'Enfeust s'arrêtait, il s'est arrêté, Voilà, c'est le dernier numéro, voilà. Mais il s'est dit allez banco, retentons une aventure, il a besoin d'avoir des challenges, et donc on s'est associé en février l'année dernière pour créer Draco, et les premiers titres arriveront en septembre. Ouais. Et je suis emballé, vraiment Christophe il suit, mais comme Hervé, donc il suit vraiment les auteurs de près, ils échangent, c'est pas que un simple auteur, Ouais, bien sûr. et il y a cette fibre, et en tout cas quand il dit quelque chose on l'écoute, parce que il a prouvé, comme Oui, disait voilà, Hervé, il a prouvé, Christophe a prouvé. Moi j'ai besoin que les gens prouvent les choses, comme je vous le disais, par des actes, donc par des bouquins, et quand il donne des conseils, mais après il impose pas non plus, il discute, et donc il y aura 3 bouquins qui sortiront à partir de septembre, Oui. et puis l'année prochaine une Oui, dizaine, voilà un objectif annuel à peu près, le rythme de croisière. entre 8 et 12 albums Ah par oui, an. donc c'est un petit Ouais, peu moins donc quand même que c'est- longtemps qu'on est là. Oui, mais on est au début, donc Ouais, peut-être ouais. que dans 5 ans, tu m'interroges et je te dirai, on Ouais. sera plutôt à 25-30. Ouais. Je sais pas, le but c'est que on ait envie de faire les bouquins qu'on a envie de faire. On n'a pas de frein, si un jour il y en a 15, il y en a 15. Si une année on en aura 4 parce qu'on n'a pas trouvé d'autres. L'idée c'est de sortir les albums qu'on a envie de On a déjà sortir. des idées, des auteurs qui vont être dans cette collection. Oui, le gros titre qui sortira, c'est un album donc scénarisé par Christophe Ariston et par Olivier Boiscomin au dessin. Ah oui, Ouais, d'accord. formidable. Ouais, super. Dans Tracon, qui soit très très sympa. Il y a, Donc ça, c'est prévu pour septembre. c'est pour septembre. Il y a Stéphane Créti aussi qui arrive aussi avec un album donc au dessin. Donc on peut retrouver toutes les C'est pas mon infos. domaine, Voilà, j'avoue. toutes les Moi, infos, je vous regarde avez donc pas. le Bambou Mac. Donc qui est tous les d'ailleurs, 2 mois tous les 2 mois dans les bonnes. Donc là, c'est épais, hein, c'est celui, épais, hein. c'est celui d'Angoulême, bien et sûr. il est gratuit, donc c'est dans toutes les bonnes crèmeries, comme on dit. Et puis voilà, si on peut regarder à la fin, on a quand même un petit peu. Donc on a les parties grand angle, on a la partie bambou, on a Ouais. la partie, et tout à la fin, on a une petite partie quand même Draco, si on veut avoir plus d'infos. Et donc voilà, et donc vous avez des pages, vous avez des idées, vous avez Ah oui, des interviews, des croquis, enfin D'accord, tout, ouais. tout ce qui est. Oui, voilà. d'accord. Et vous avez et c'est vrai que Christophe veut vraiment s'appuyer sur des romanciers pour pouvoir changer aussi un petit peu le sens. Donc c'est, enfin, je vous conseille de lire aussi l'interview. Christophe expliquera pourquoi aussi on a créé ensemble cette maison d'édition. Bambou Mac, c'est un vrai lien entre les lecteurs et la maison d'édition. Hein. Oui, c'est c'est un lien direct. Il est créé depuis de nombreuses années. J'avais le choix soit de créer un magazine payant, mais on en vendrait 5000 et ça coûte très cher, soit on le tire à 40 000 exemplaires, il est gratuit et ça coûte le même budget grosso modo. Donc j'ai préféré faire gratuit en mettant plein d'extraits, plein Ah, il y d'interviews. en a beaucoup, c'est très visuel. Et voilà, et donc les gens peuvent vraiment avoir le lien avec nous. Puis après on a site internet aussi bien évidemment, mais c'est un magazine qui est important pour nous effectivement. Bon, formidable, voilà, on sait tout Écoute, sur la maison d'édition Bambou. Et puis oui, on vous souhaite bon Ah, vent. mais oui. Et puis, vous On a été faites super sérieux. En Vous plus, allez je faire trouve que ça vous faites Passionnant. un dîner aux chandelles, un truc comme ça ce soir, non, pour Les vos 20 20 ans. ans. Pour fêter les 20 ans. C'est porcelaine, c'est ça? Porcelaine, En noce deux- de en- porcelaine. en deux C'est une mots. bonne nouvelle. C'est ça. en 2 mots. C'était un vrai Merci beaucoup, plaisir oui. de vous recevoir, Partagez. Olivier et Hervé. Alors, Oui, bien oui, sûr, bon, oui. on peut revoir toutes les émissions sur les box, sur la chaîne YouTube de Trait pour Trait, sur BD Zoom. Absolument. Et puis voilà, on continue. Hein. Eh oui. Et bon vent. Bah merci. Merci Merci, beaucoup, merci. allez, à Au la revoir, semaine ciao, ciao. prochaine, au Au revoir. revoir.